Hello, salut, bienvenue tout le monde, ça me fait plaisir de vous voir ici, vous êtes déjà bien nombreux. Cool, ouais exactement, j'attendais qu'on scande Girl the Game, et rien du tout. Je suis un peu déçue, franchement vous n'êtes pas le public le plus chaud du monde. Non, en vrai j'étais en train de finaliser l'installation de mon petit setting afin de faire suffisamment de place pour vous déballer le monstre. Et il s'agit bien d'un monstre. Parce qu'on va parler de mythologie, de monstruosité, de fantômes, d'esprits et de toutes choses très chouettes. Et il s'agit donc des Forest of Radghost. Regardez-moi ça, cette beauté. Je vous en avais peut-être déjà parlé pour ceux qui me suivent depuis un moment, puisqu'on l'avait évoqué dans le live numéro 28 sur YouTube il y a quelques mois en octobre, lorsqu'il venait enfin d'être livré. Et j'avais dit que je ferais un déballage plus conséquent où on allait pouvoir vraiment voir en profondeur ce que contenait la boîte. Et il se trouve que du coup maintenant je peux vous en parler un peu plus en profondeur, puisque j'ai lu les règles, donc je me suis fadé l'explication de comment ça se joue et je peux maintenant vous détailler le matos qui est dedans, ce qui est beaucoup plus intéressant que juste dire regardez des belles figurines et des cartes de couleurs. Mais d'abord, je vais vous parler de la genèse de ce jeu parce que il m'a parlé à plus d'un titre pour plusieurs raisons que je vais évoquer ici. Mais il faut savoir que Forest of Radghost, c'est un jeu qui a été d'abord financé sur Kickstarter avec un très très joli succès puisqu'il demandait quelque chose comme 75 000 $, je pense, et ils ont atteint presque 300 000. Donc c'était déjà un très beau succès. C'est une équipe de développeurs serbes et ils ont décidé de faire un jeu d'exploration coopératif et narratif sur la mythologie slave. Alors, comme je vous le dis, ça me parlait à plus d'un titre. Premièrement, la raison la plus évidente, c'est parce que tout simplement c'est un jeu narratif et coopératif et c'est absolument tout à fait ma came. Donc il suffit de me dire, viens, on va prendre un arc, des flèches, une épée et des boules de feu et on va aller taper des monstres et moi je suis absolument ravie. Donc voilà, c'est pour ça que la première raison, c'est vraiment ce qui m'avait attiré. Et aussi donc la deuxième raison, c'est que pour ceux qui ne le savent pas, même si j'en blague assez souvent, j'ai de la famille qui est originaire de Serbie, donc mon père est originaire de là-bas, il parle serbe, on va en vacances là-bas régulièrement, donc c'est vraiment un pays auquel je suis rattachée de manière assez proche, et c'est vrai que ça c'est un des trucs qui m'a toujours manqué, c'est de me dire que d'une manière ou d'une autre, en fait la mythologie et l'histoire avaient été évincées pour plusieurs raisons, parce qu'il y a eu des colonisations successives, parce que le pays était sous domination ottomane pendant 500 ans, parce que après ça, il y a eu toute l'ère du communisme, etc. Et tout plein de choses qui ont fait que l'histoire, la vraie histoire, celle qui débute il y a 2000 ans et qui pourrait faire rêver, raconter des choses, etc., elle était un peu passée sous silence jusqu'à très récemment où il y a eu un petit peu un renouveau pour l'intérêt de tout ce qui est histoire, paganisme, vieille religion, etc., pré-christianique. Et donc c'est vraiment très intéressant parce que pendant des années ça a coexisté avec le christianisme, donc ça a fait... Je craque, okay. Donc ça a fait vraiment un espèce de retour sur le devant de la scène, parfois pour le meilleur ou pour le pire. Faut être honnête, c'est que ça va souvent aussi avec une espèce de vieux relent nationaliste un peu dégueu, et la Serbie malheureusement en est un exemple le plus frappant. Mais à côté de ça, il y a des super belles illustrations, il y a des super belles manières de remettre en avant tout un héritage en fait culturel qui me plaît beaucoup. Donc voilà, Forest of Radghost partait sur cette idée de personnes donc, qui vivent en Serbie, qui sont passionnés par ces sujets sans être historiens ni quoi que ce soit, mais qui ont eu envie de remettre un peu au goût du jour cette mythologie, parce que en plus, et c'est pas du tout pour sonner un cocorico ou quoi que ce soit, mais les mythologies scandinaves ou celtes ou asiatiques, on en voit à toutes les sauces tout le temps, des dieux japonais, en veux-tu, en voilà, des esprits, des machins, mais la mythologie slave, en fait, on la connaît vraiment très très peu, et donc même, pour moi, plus particulièrement, même ça a été une très très chouette redécouverte justement de toutes ces entités, etc. Donc vous allez voir, il y a des trucs géniaux comme par exemple des références à des trucs où on va voir que les dragons étaient déjà évoqués il y a 1000 ans et que ça existait
ça existait comme ça, déjà à l'époque. Et donc voilà, ça c'est vraiment pour le côté mise en place de l'histoire de Forest of Red Ghost. Et donc leur envie c'était faire un jeu qui était simple, qui était familial et qui racontait surtout un truc. Ils ont pas du tout collé au développement européen ou américain des jeux, qui est de dire on doit rentrer dans un cadre défini, à savoir il faut qu'une partie dure 30 minutes, il faut que ce soit de X à X joueurs. Ils ont fait des trucs totalement fous et très ambitieux qui marchent ou marchent pas, ça c'est à voir, mais voilà, de 1 à 7 joueurs, donc ça c'est déjà très particulier. Un joueur peut rejoindre la partie en cours de partie, il semblerait, donc ça c'est un truc qui est tout à fait encouragé. Chaque joueur peut jouer un ou plusieurs personnages dépendant de ce qu'il a envie de faire. On considère au niveau des âges, donc ils ont mis 14 ans et plus à cause de tout ce qui va être droit par rapport à la qualité des figurines, des plastiques, etc. Mais en vérité, ils ont playtesté le jeu avec leurs gosses et avec d'autres familles. Et donc, les petits de 7-8 ans peuvent commencer à jouer du moment qu'ils sont accompagnés. Mais par contre, c'est du jeu de société à l'ancienne, à savoir un truc qui va vraiment se jouer pendant 2-3 heures. Donc voilà, c'est long, il va y avoir beaucoup de rencontres, c'est extrêmement narratif. Et on est plus vraiment dans le moment convivial où on va se raconter des choses qui font frissonner. Parce que c'est bourré de monstres, c'est pas genre des jolis faits, c'est des... Prenez The Witcher, c'est tout à fait cette ambiance-là. Donc voilà. Donc c'est pour... Voilà, je préfère faire ce genre de disclaimer pour que vous sachiez un petit peu à quoi on va se frotter. Donc c'est Forest of Red Ghost. Donc comme j'ai mis l'image en incrustation là-haut dans l'écran, je vais pouvoir enlever le couvercle et petit à petit vous montrer ce qu'il y a donc dans la boîte. Alors, oui, on va faire des cauchemars, c'est sûr et certain. Rien qu'avec la tonne de matos, il y a de quoi faire des cauchemars. Moi, il faut savoir que j'ai pris un pledge all-in, donc c'est-à-dire qu'il y avait 3 niveaux de pledge. Il y avait le pledge normal qui permettait d'avoir accès au jeu de base avec des petits standees en carton. Il y avait un pledge all-in qui permet d'avoir les standees en carton et les figurines, à savoir que les illustrations des standees ont été volontairement travaillées pour être plus familiales et plus enfantines, afin qu'on gomme un petit peu le côté horrifique, parce que les figurines c'est clairement en destination d'un public plus collectionneur et plus adulte, donc elles ont une sculpture qui est un peu plus qui retranscrit un peu plus l'horreur des rencontres. Et puis il y avait un pledge avec que pour les figurinistes l'unique lot de juste les figues à 50 $, je pense. Donc ça c'est pour vous donner un petit peu pourquoi il y a des trucs qui vont se retrouver en doublon dans le jeu. On a un livret de règles qui semble très très impressionnant à première vue, puisqu'en fait il fait pas moins de 50 pages. Sauf que en réalité, les règles de base, elles vont courir de la page 8 à la page... Attendez que je finisse ça. Voilà, à la page 22. Donc en vrai, on a, ouais, c'est ça, 14 pages de règles et c'est avec beaucoup d'exemples. Le reste, ça va être les 3 mini-extensions qui sont proposées, donc qui permettent une mise en place alternative et de jouer après une première partie, parce que comme c'est un jeu narratif, il faut suivre l'histoire de la première partie pour pouvoir découvrir ce qu'il y a derrière. Nous allons avoir également les dés de création d'histoire, donc en fait il y a moyen de même jouer un comment on va dire ça, jouer un story cube avec les dés qui sont fournis, puisque vous avez des symboles qui se retrouvent et qui vont vous être expliqués pour vous dire ce que c'est censé représenter. Donc la grotte, le cercle de fées, la maladie, l'affrontement, etc. Merci pour ton follow, quoi, Emilia. Nous avons donc les dés de moyens, ce qu'on peut utiliser, les personnages, etc. Donc il va y avoir plein de choses et on vous donne un exemple de comment raconter une histoire tous ensemble. On a également le guide à l'intention des parents, donc où en fait on va vous dire comment aborder le jeu avec des plus jeunes. C'est notamment là qu'ils expliquent le choix de faire des standees un peu plus familiaux et un peu plus sympathiques. Il y a ici un QR code que vous pouvez flasher pour avoir toutes les sources et références, puisque sur les cartes rencontres, tout ce qui va être vraiment sourcé, donc on ne parle pas de choses réelles, mais on parle de choses en tout cas qui se basent sur des sources en texte ou en images ou quoi que ce soit un peu plus anciennes, on va le retrouver là, les liens. Et puis vous avez les biographies individuelles de chacun des personnages qui sont jouables et qui sont très très détaillées, parce qu'en fait chacun de ces personnes a normalement juste le premier paragraphe qui est détaillé dans son petit livret. Donc là vous avez déjà aussi tout ce fluff.
ici les créatures de la forêt. Donc en fait ça c'est vachement bien fait parce que visuellement c'est très difficile pour les gens qui ne les connaissent pas de dire c'est quoi la différence entre un spectre et une morasse, c'est quoi la différence entre une roussalka et un autre machin. Donc en fait en ayant ces références à la fois avec le numéro de la rencontre, la figurine et la petite tuile, ça permettait aussi de laisser la place sur la tuile pour avoir juste l'illustration et pas le chiffre. Donc en fait on se réfère à l'annexe quand on fait une rencontre. Merci pour le follow Maticafel. Et alors ici dans l'annexe on vous parle aussi des différents endroits que vous allez pouvoir visiter. Donc vous avez ici une très grande carte. Une fois qu'elle est dépliée elle prend quand même vachement de place et vous avez chaque fois les différents endroits. On vous donne une comment dire, un petit bout d'histoire, que ce soit en jeu. Donc on va vous dire pourquoi est-ce qu'à cet endroit là on doit mettre tel esprit, parce que c'est un esprit qui typiquement vit dans les moulins, etc. Donc voilà, dans le jeu, d'après les mythes et légendes slaves. Et puis vous avez les cartes de recouvrement. Donc ce sont des petites cartes qu'on a ici, qui sont des cartes qui sont reçues avec les sleeves et sur lesquelles vous allez pouvoir, enfin avec lesquelles vous allez pouvoir interagir, puisqu'on va pouvoir les mettre en jeu sur les différentes parties de la forêt pour générer des événements. Il y a aussi un QR code à flasher. Par contre celui-là je ne l'ai pas fait parce qu'il paraît qu'il y a des sources audio, mais j'ai pas vu si c'était, j'ai pas écouté, donc je sais pas vous dire si c'est de la musique ou des extraits de dialogue, auquel cas ça m'étonnerait qu'ils aient été traduits en français, parce que je pense que ça a été fait que en serbe et en anglais, mais je garantis rien du tout. Donc comme je vous le disais, on a un très grand plateau de jeu avec les illustrations des monstres qui sont faites de manière un peu voilà, de manière un peu presque cartoon derrière. Donc elles ont un côté très sympathique, pas sympathique, ça c'est les Irlandais, et humoristique. Vous avez en fait ce plateau gigantesque. Je vais juste vous déplier ça comme ça, vous voyez à quel point ça va prendre de la place. Donc regardez, donc je vous le fais voyager. Vous avez 4 panneaux x 2, donc c'est très grand, et vous avez le village où vous commencez votre quête, et ensuite vous allez avoir les différents chemins où vous allez pouvoir vous déplacer. À savoir que pour le petit, on peut tout à fait jouer en solo, Benoît, c'est fait pour. Donc en fait tu peux jouer solo avec un perso ou plusieurs, c'est comme tu veux. Et donc en fait l'idée c'est que on va essayer de retrouver des enfants qui se sont perdus. Donc c'est un petit garçon et une petite fille qui sont perdus dans la forêt. Nous on va jouer les villageois, et ce qui est bien c'est que on n'est pas des héros, on va être des archétypes assez familiers, genre le vieux prêtre du village, la femme médecine qui est un peu sorcière sur les bords. On va jouer le bûcheron ou l'homme qui est centenaire dans le village. Donc c'est vraiment les gens normaux, quoi, mais avec un petit twist. Et en fait, on va pouvoir commencer à explorer les différents endroits de la forêt, parce qu'on sait où sont les enfants. Donc en fait, la figurine des enfants, elle a été placée au début de la partie à un endroit de la forêt, et en fait on sait qu'on doit les retrouver, on les voit, mais parfois nos dés de déplacement vont nous envoyer errer à gauche, à droite. Et donc l'idée c'est que chaque personnage va pouvoir lancer 2 dés, donc il va y avoir un dé qui donne son nombre de pas, et il va y avoir un dé qui donne la direction. Je vous montrerai les dés après parce qu'ils sont plus loin dans la boîte. Et en fait, avec ça, vous arrivez, et sur chacune des intersections auront été placés au préalable, donc c'est vraiment les petits ronds ici, des personnages qui sont des rencontres, qui sont des petits jetons numérotés qui ressemblent à des pièces. Donc je vais vous montrer parce que je les ai ouvertes, voilà. Donc ce sont des pièces numérotées, et on va dire au hasard aura été mis 1 ici, 16 ici, à savoir qu'il y a des emplacements obligatoires pour certains des esprits. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, par exemple avec les moulins. Dans la mise en place, on vous dit sortez les tuiles numéro machin, parce que celles-ci, elles sont placées fixes, elles ont leur propre endroit. Donc vous savez que à cet endroit-là, vous avez plus de chances de rencontrer je sais pas moi, un esprit des eaux ou n'importe quoi. Donc vous placez ces trucs face cachée, puis vous allez les rencontrer à un moment ou à un autre. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'au moment de la rencontre, vous allez pouvoir décider de est-ce que je me cache ? Est-ce que je vais la combattre? Est-ce que je vais tenter de dialoguer avec elle? Et donc ça, c'est indiqué aussi par vos compétences de personnage. Donc je range le plateau et je vous montre à quoi ça ressemble. Une fiche de personnage. Donc, vous avez une fiche ici. Donc ça, c'est les enfants qui ont disparu. Donc on fait une partie à plus de 4. Il y a un joueur qui va incarner les enfants et donc il peut les déplacer. Donc vous avez les 2 petits-enfants, Yaroslav et Lyubomila,
qui sont les deux petits disparus. Et ils ont aussi une compétence, communiquer, se battre, se cacher ou fuir. Chaque fois, la compétence est indiquée par ce qu'il y a ici dans le truc au milieu. Donc, je vais vous le montrer un peu plus comme ça. Voilà, 8, 10, 8, 8. Donc, c'est leur valeur. Et à droite, vous pouvez avoir une valeur qui va de plus 1 à moins 2. Sachant, enfin plus 1, plus 2, moins 1, moins 2, sachant que vous avez aussi un petit cadenas qui peut verrouiller votre action. Donc à certains moments, lors des rencontres, on va avoir des choses qui vont se faire et qui vont faire que on va... Pourquoi est-ce qu'il fait plus sa mise au point correctement? S'il te plaît, Bobby Joe, réveille-toi. Donc on va avoir des choses qui se font et qui vont faire justement que les différents compétences peuvent évoluer, augmenter ou descendre. Et attendez, je vais essayer de juste le reprovoquer un petite mise au point. Il n'a pas très envie, on dirait. C'est pas grave. Ouais, donc on peut même perdre une compétence momentanément, mais elle sera perdue jusqu'à la prochaine. Ouais, c'est fermé. Jusqu'à la prochaine rencontre. Donc, puisqu'on va aller de rencontre en rencontre, c'est comme ça qu'on va pouvoir faire évoluer ses persos. Je vous montre un petit peu. Donc, comme je vous disais, on a Darena, la vieille guérisseuse. Et alors, on a à chaque fois, et ça, je trouve ça absolument incroyable, en fait, on a le nom du personnage ici, en alphabet latin. Parce qu'il faut savoir qu'en Serbie, on écrit en cyrillique, mais depuis quelques années, ils utilisent aussi l'alphabet latin pour, justement pour le tourisme. Et donc, notamment dans la traduction, ils ont gardé les noms des personnages, mais ils les ont quand même traduits en alphabet latin. Et alors, par contre, ce qui est vraiment très très chouette, c'est qu'ils ont utilisé ici un alphabet qui est quasi inexistant, qu'on trouve nulle part, et qui est, si je ne me trompe pas, l'alphabet glagolitique, et qui est donc un des qui est l'alphabet slave le plus vieux qui s'est retrouvé là-bas, donc qui était utilisé assez localement, mais je trouve ça assez chouette parce qu'on dirait vraiment un truc hyper mystérieux qui a été inventé pour l'occasion, sauf que c'est pas le cas, c'est vraiment un truc sourcé qui a des vraies racines. Et donc à voir jusqu'à quel point ils ont été pour retrouver ce truc-là, mais voilà, c'est plutôt stylé. Donc voilà, on a nos personnages, et comme je vous disais, ils ont un petit, comment ça s'appelle, ils ont un petit bout d'histoire, un petit bout de background ici. Donc on vous dit Darena la guérisseuse, et son histoire c'est: les plantes nourrissent, soignent et enseignent, elles m'ont appris à garder le silence, à être jolie, à donner sans demander, à survivre à la cruauté et à renaître après un grand désastre. Et donc ça, c'est son petit background. Il est détaillé beaucoup plus dans le livret de règles. Donc si on retourne sur l'annexe des personnages, voilà, donc on retrouve exactement le même texte d'ambiance pour commencer. Vas-y, fais la mise au point, c'est beau. Donc les plantes nourrissent, soignent, etc. Mais sauf qu'en fait, il y a vraiment tout ça qui continue. Et ça, c'est très chouette parce que ça vous permet vraiment de replacer un peu le jeu dans un contexte historique. En tout cas, un contexte... Merci pour ton follow, Marine. Dans un contexte pas historique, mais en tout cas mythologique, hyper intéressant. Et donc, en fait, c'est ce que vous ne voyez peut-être pas bien ici, c'est que ici, ce sont des encoches pour pouvoir placer des petites cartes. Donc au fur et à mesure de la partie, on va pouvoir acquérir des cartes qui sont soit des compétences qui vont permettre d'améliorer le personnage, soit ici des compagnons qui vont permettre d'aider le personnage ou le groupe, puisque on peut décider individuellement de voyager en personnage solitaire ou en groupe. On a donc le sans nom, il s'est réveillé en ayant perdu totalement la mémoire, il ne sait pas qui il est, il ne sait pas d'où il vient, il sait rien, en fait, il est paumé, il est con, mais par contre il est fort, donc ça c'est cool. On a Dobro Michlil qui est ici, un espèce de prêtre aussi, vraiment, il a les attributs du druide, hein, donc la serpe, il parle aux animaux, etc. Il a son grand bâton. On a Ratibor, ça c'est le vieux qui a jamais trouvé la mort, qui a genre 8 enfants, 15 petits-enfants, et même ses petits-enfants sont mariés, ils vont bientôt avoir des enfants. Vitali qui est ici le chasseur, et Jiva qui est une jeune prêtresse en habit traditionnel. Enfin, c'est pas vraiment une prêtresse quoi, mais c'est un peu... si je crois qu'elle est prêtresse, je pense, un truc comme ça. Bref, donc ça ce sont les personnages que vous allez pouvoir jouer, et chacun de ces personnages va avoir à sa disposition un sac. Donc il est écrit sac, et dans ce sac vous allez pouvoir stocker des objets supplémentaires, notamment, donc il y a 7 objets qu'on peut mettre dessus, on dit maximum 7, des paquets jaunes, blancs et rouges. Les nombres de cartes provenant d'autres paquets n'est pas limité. Donc en fait, il y a tout un tas de codes couleurs que je vais vous montrer. C'est aussi séparé par des symboles. Donc en fait, si vous ne connaissez pas le code couleur, vous pouvez vous référer aux symboles et c'est la même chose. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc ce sont les paquets qui sont ici. Et par exemple, on dit le paquet blanc. Donc dans le paquet blanc, ce qui va se trouver, c'est principalement les rencontres de la forêt. Donc quand on va
avoir l'occasion de faire des rencontres dans certains moments, à certains moments dans la forêt, ça va être ici qu'on va trouver des objets. Donc par exemple, plutôt le côté naturel, donc des plantes, des fleurs, des choses comme ça. Pour vous donner un exemple, ici, je trouve au hasard Hérodium, une plante qui permet de récupérer ses forces. Elle est... Ah oui, je vous ai pas montré, mais elle est sourcée. C'est pas grave. Je vais essayer de la retrouver. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a un petit point devant le nom. Donc vas-y, fais ta mise en place. Voilà. Il y a un petit point, donc ça veut dire que c'est sourcé. Et ça veut dire que c'est soit relatif à quelque chose qu'on trouve réel, ou en tout cas qui a été nommé à un moment ou une autre dans une légende. On trouve du lierre, on va trouver une branche de noisetier nouée, des géraniums, des cheveux d'ange. Donc voilà, c'est beaucoup plus du végétal ici qu'à l'amant. Une tortue en détresse. Et tout ça sont des objets qui vont pouvoir aller dans votre sac. Vous avez également la même chose avec le paquet rouge qui va se trouver être des trucs que vous ne pouvez consulter que quand on vous y renvoie. Donc par exemple ici 3 eaux vives, ici un œuf de coq, ici une taupe, là un renard. Un œuf de coq, on sait très bien que quand il est couvé par un crapaud, ça donne un basilic. Donc à votre place, je ne le ramasserai pas. Et les objets jaunes, en fait, c'est l'armoire du Jress qui est vraiment le sorcier du village. Et donc lui, il va vous donner au début de la partie 3 objets aléatoirement à chaque personnage. On a le droit de s'échanger les objets en disant ça va plutôt m'être utile à moi, ça plutôt à toi. Et on va pouvoir le mettre dans son sac pour pouvoir s'équiper avant de partir. Huile de calendula, du basilic, encore du basilic, des cartes, du drap parce que ça fait fuir les esprits. Donc ça c'est les 3 objets, enfin les 3 paquets basiques. Donc le blanc, je vous montre. Le blanc, le rouge et le jaune, ce sont les paquets basiques qu'on va utiliser dès le début de la partie. Les autres sont optionnels, soit qu'on les ajoute pas du tout dans le jeu, soit qu'on les ajoute qu'au moment où c'est demandé par une rencontre ou une autre. Les cartes vertes sont un peu spéciales, ce sont des cartes qui vont vous être proposées au moment où vous êtes perdu. Donc métamorphose de chemin numéro 3, numéro 2, numéro 1, ça va jusqu'au numéro 6. Et ça c'est en fonction, encore une fois, des rencontres que vous allez pouvoir faire. Quand je vous disais que les standees étaient vraiment beaucoup plus sympas, plus enfantins, j'espère pouvoir vous montrer ça joliment. Je vais essayer de soulever le truc là comme ça, vous voyez un peu à quoi ça ressemble, mais c'est un look beaucoup plus moins horrifique en tout cas. Donc et ça reste un peu voilà, un peu conte de fées, mais c'est pas macabre comme les figurines peuvent l'être. Donc voilà, j'essaie de vous montrer ça comme ça en zoom. J'espère que je vais faire une belle mise au point. Arrête de regarder ça, voilà. Donc vous voyez un petit peu le détail, c'est clairement beaucoup plus tourné sur le côté conte de fées, comme on pourrait raconter un truc de manière un peu édulcorée à des enfants, un truc genre où la petite sirène ne se suicide pas après avoir été repoussée par le prince, bref. Là c'est la très très belle illustration, mais qui sert en fait surtout de piste du temps. La piste du temps étant le nombre de journées que vous allez pouvoir passer dans la forêt. Si au bout de la 3e journée vous n'avez pas ramené les enfants au village, on considère que vous avez perdu la partie parce que vous êtes perdu, que les esprits de la forêt vous ont induit en erreur, voire vous ont tué ou dévoré, tout est possible. L'idée c'est que au fur et à mesure de vos rencontres, vous mettez ici les standees ou les figurines, puis vous allez passer en soirée puis en nuit, et en fait au jour suivant on renettoie cette roue et on va pouvoir avoir l'occasion de refaire plusieurs fois des rencontres jusqu'à la fin de la 3e journée, où là on attendra de vous que au bout de vos péripéties vous ayez quand même trouvé et sauvé les enfants. Merci Lianan pour le follow. Table de réaction des créatures. Donc là c'est un résumé pour vous dire typiquement vous avez rencontré les loups. Alors est-ce que c'est une créature matérielle, oui ou non, parce qu'il y a des esprits et donc les créatures immatérielles on ne peut pas évidemment leur balancer des flèches. Et les loups, ils ont, par exemple, si vous choisissez l'action fuir, eux, ils ont 12. Et donc, ça veut dire qu'ils sont rapides, ils peuvent vous traquer. Vous avez assez peu de chances de gagner sur une action fuir. Par contre, vous pouvez essayer de communiquer avec eux, ou vous battre, ou vous cacher. Donc, il y a d'autres choses à faire. Et en fait, à chaque fois, on vous dit, en fonction de la rencontre, ce que vous allez pouvoir faire, ce qui est le plus intéressant. Merci Plumefille pour ton follow. Ce qui est hyper bien fait, c'est que c'est aussi roleplay, donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe, le livret des rencontres, comme ça vous allez voir un petit peu de quoi il en retourne. Le livret des villas, c'est une petite exclue Kickstarter, donc c'était vraiment un truc pour les gens qui allaient pledger le truc, et les illustrations aussi sont hyper jolies, et les villas sont des petits esprits très sympathiques, mais en fait
elles vont ressembler un peu aux Silkies des légendes écossaises, si vous connaissez. Donc ce sont des personnages plutôt féminins d'ailleurs souvent, qui sont extrêmement beaux. Les villas ici, c'est que des femmes. Elles sont vraiment belles, elles charment les hommes. Et en fait, les hommes charmés se rendent pas compte qu'ils sont en train de tomber amoureux, voire d'épouser, voire de faire des enfants à une créature qui est un esprit des eaux. Et en fait, à un moment, elle se barre parce qu'elle doit s'en aller, parce qu'elle n'a pas l'instinct maternel, parce qu'elle n'a rien à foutre sur le monde naturel. Et donc, elle abandonne famille, hommes et enfants, et elle se casse, elle retourne à son esprit naturel. Et donc il y a des personnages, notamment des personnages jouables, qui ont un destin avec elle. Et donc voilà, c'est en fait elles font un peu nymphes. Salut Plumfie. Alors le jeu est pas spécialement en boutique, mais tu peux l'acheter sur Philibert parce qu'ils ont acheté une partie de la production. Donc je sais qu'il est disponible sur ce site-là, donc c'est pour ça que je le recommande. Donc voilà. Et donc ça c'est la petite exclusivité, on vous raconte ce qui va se passer quand vous en rencontrez une, et en fait il y en a plusieurs, donc ça c'est vraiment la petite, le petit bonus KS. Donc le livret des rencontres, voilà, donc on va vous dire, ici vous avez le petit index où on vous dit chaque fois le numéro de votre rencontre, à quelle page vous pouvez le trouver. Par exemple ici on dit vous allez rencontrer un Psoglave, que se passe-t-il? Il a le corps d'un homme et la tête d'un chien. C'est littéralement l'ancêtre du loup-garou. Donc, il a un seul œil, donc un peu comme les ogres. Sa taille rappelle celle d'un humain, etc., etc. Circonstances, donc, il craint les cours et les étangs du dos ainsi que les villages humains. Vous ne pourrez pas en croiser près de ces lieux. Donc ça, typiquement, on vous dit la mise en place, vous ne les mettez pas à côté des cours d'eau. Caractéristiques physiques, ils ont une force monumentale, ils ont plein de poils, etc. Ils ont un œil, alors leur tête ressemble à celle d'un loup ou d'un chien, mais en plus grand. Et puis on vous dit risques et conséquences, voilà comment on va pouvoir réagir à travers la bête, et recours et conseils, comment les aborder. Et alors en fait, comme je vous l'avais dit, ce qui est bien, c'est que c'est avant la rencontre qu'on va décider comment on interagit. Donc c'est-à-dire, on sent une présence, on entend un bruit, et d'abord on choisit, est-ce que je me cache, est-ce que je lui parle, est-ce que je vais me battre avec elle ou lui, ou est-ce que je vais essayer de communiquer. Et alors par exemple, admettons que j'ai décidé, je suis pas près d'un cours d'eau, donc je me doute que j'ai pas affaire à une villa, c'est que j'ai peut-être affaire à un de ces gars-là, donc je vais faire communiquer. On me dit, ils comprennent le langage des hommes, mais ne le parlent pas, vous avez de la chance. Il semblerait que vous ayez trouvé Dilika, une jeune fille psoglave. Et alors on peut verrouiller son communiqué, parce qu'en fait on a entre guillemets utilisé son action, donc il est plus utilisable, mais par contre on peut prendre son personnage, on la lit à voix, on vous lit la carte à voix haute, et on va pouvoir suivre les instructions. Et donc en fait on a réussi la rencontre parce qu'on a décidé de leur parler plutôt que les attaquer. Donc si on se bat, il faudrait qu'on soit plus fort que lui, et il y a aussi des circonstances différentes en fonction de comment ils agissent et s'ils nous rencontrent dans la journée ou dans la nuit. Parce qu'en fait pendant la journée c'est nous qui explorons la forêt. Normalement on n'a pas le droit parce que c'est une forêt qui est protégée par Radghost, qui est donc le protecteur de tous les esprits. C'est un peu Odin / Zeus version slave, et en fait lui il va protéger un petit peu tous ces esprits là, mais la nuit par contre les esprits se réveillent, toutes ces entités vont pouvoir se mettre à parcourir la forêt et venir vous traquer, vous trouver, vous réveiller, ce que vous voulez. Et donc voilà, ça c'est aussi en fonction de ce qui va en fonction de votre posture par rapport à ça, comment ça va se résoudre. Et voilà, et on vous dit donc échec, ce qui se passe si vous avez raté se fuir, cacher, se battre, communiquer, etc. Vous avez ici la résolution, ce que vous allez devoir verrouiller, ce que vous ne pouvez plus faire, etc. Et en fait, c'est à chaque fois comme ça, avec une super belle illustration. Donc les sorcières, comment est-ce qu'on leur parle. Le Polyevoy, qui est une espèce de gnome en fait, donc c'est vraiment, en fait c'est tout à fait un genre de gnome. C'est une créature de petite taille d'apparence humaine vivant dans les champs, donc le plus grand spécimen arriverait au genou d'un homme adulte. Et en fait je trouve ça assez génial de voir à quel point il y a des similitudes avec plein d'autres folklores d'un peu partout. Donc voilà, vous avez donc les fameux esprits très séduisants. Ah oui, parce qu'en plus c'est vrai que celles-ci elles ont aussi la particularité de devenir un peu comme des marraines bonnes fées. Elles peuvent venir bénir et donner leur destin aux jeunes bébés, enfin aux bébés qui viennent de naître par exemple. Les thalassons sont des espèces d'esprits un peu serpents. Donc, enfin, vous voyez que les illus sont vraiment
j'aime bien parce qu'il y a un truc qui est très charmant et en même temps qui provoque un peu le malaise à certains moments quand on voit certains personnages. La mère forêt, elle est belle, mais elle fout un peu les boules aussi. On sait qu'il ne faut pas déconner avec ce genre de personnage. Donc il y a quelque chose qui me plaît beaucoup au niveau des illustrations, les visuels. Enfin, je trouve ça assez dingo. Donc ça me parle énormément. Et comme je vous l'ai dit, c'est un côté un peu humoristique. Donc ah oui, donc là on a vu le dragon. Attendez, j'essaie de retrouver cette image sur laquelle on vient de passer. Voilà, la là. Les Hale sont condamnés à une fin éternelle. Donc c'est une espèce de personnage, de monstre qui veut tout dévorer. Et on voit les moutons moitié blasés, moitié effrayés. C'est complètement, voilà, complètement second degré. Et je trouve ça assez cool. Donc là, oui, on a tous les petits standees qu'on va pouvoir mettre sur les fameuses portes standees. On a les ensembles des différents autres paquets de cartes dont je vous ai parlé en vous disant, dépendant des couleurs, le paquet rose, le paquet orange, qui sont des trucs que vous allez pouvoir retourner que si on vous le dit, en fait. Donc, j'ai trouvé un morceau de toison d'or. Évidemment, il y a des références à d'autres mythologies, c'est ça qui est cool aussi. J'ai trouvé un bison, j'ai trouvé la canne de la sorcière. Ici, j'ai la dent de dragon. Encore une fois, sourcé, parce qu'il y a un petit point pour la dent de dragon. Ça ne veut pas dire qu'il y a des dragons, ça veut dire juste qu'il y a une légende qui y fait référence. La potion magique de la sorcière, la corne bélier, etc. Et puis, vous avez un truc qui est aussi vachement important. Donc, les rencontres jaune et orange, c'est sur demande. Le bleu, le brun, idem. Par contre, vous avez ici les cartes noires qui sont des missions personnelles. Donc en fait, là, on vous encourage à les lire que au moment où vous vous sentez prêt, en disant, bah ok, voilà, vous avez déjà quelques parties à votre actif. Et donc, il est possible que maintenant, vous soyez prêt à jouer les missions noires. Donc, vous recevez, si vous jouez ce personnage-là, toute sa mission qui sera un truc personnel que vous ne pourrez résoudre que si vous voulez... que si vous voulez vraiment corser le jeu. T'as raison Galadjo, la Grèce n'est pas si loin, c'est tout à fait vrai, en fait on a une frontière commune et les Serbes riches aiment beaucoup aller en Grèce. Il y a aussi ça, c'est des petits marqueurs si jamais vous perdez votre sac. Il est tout à fait possible que par exemple si vous ayez choisi l'option fuir et qu'un monstre vous a un peu mis la misère, qu'il vous ait tellement fait peur que vous étiez obligé de lâcher vos objets sur place. Donc voilà, ça c'est aussi tout à fait possible. Oui, et d'ailleurs, les Grecs sont aussi orthodoxes, pas de la même tête que les Serbes, mais c'est quand même, ça reste commun. Donc comme je vous l'ai dit, moi j'ai choisi l'option avec les figurines, parce que c'est vraiment... je suis pas une figuriniste du tout, je peins de manière archi occasionnelle, mais il y a un truc qui me plaisait beaucoup dans l'idée d'avoir vraiment les personnages en grand et avec... une sculpture qui est, certes, c'est pas du Games Workshop, hein, on n'est pas du tout dans un truc aussi détaillé, mais je vais quand même vous montrer parce que je trouve qu'elles sont sympas. En fait, ce que j'aime, c'est qu'elles ont ce côté... attendez, si je le colle comme ça, voilà. Elles ont un côté... Merci l'amalgame pour ton follow. Donc elles ont un truc assez dynamique, assez cartoonesque et chouette. Et je vais vous montrer des horreurs aussi pour que vous voyez un peu qu'est-ce qu'on a là. Ouais, donc, non, celui-là, il est stylé, c'est une espèce d'oiseau un peu sympa, donc, il y a quand même, je trouve, un mouvement assez cool dans la sculpture qui me plaît beaucoup, et puis je trouve que, ah ouais, voilà, typiquement, le spectre, quand on le voit comme ça, il a quelque chose de, même si c'est pas taillé de manière horrifique, il a un truc un peu inquiétant en fait. Il tient sa lampe, je vais la faire en vert fluo, c'est sûr. Donc voilà, ça je trouve que c'est un truc qui rend quelque chose d'encore un peu plus profond et plus... on nous amène vraiment dans un conte en fait. Là vous avez les 3 chiens, vous avez les loups, etc. Donc il y a quelque chose de très intéressant. Et donc forcément le petit goodies qui sert à rien, mais on a le petit gobelet en cuir qui est cousu et tout. Et ça c'est cool parce qu'en fait ce sont les petites épingles qui vous permettent de noter. Donc je vous avais montré sur la fiche de perso un peu plus tôt, donc je vous remontre comme ça pour ceux qui sont arrivés en cours de route. Donc je prends par exemple son nom, je vois qu'il a des capacités ici. Donc par exemple il a la capacité de se battre. Malheureusement il vient de combattre un dragon, il a réussi à le battre et c'est génial, mais par contre il est épuisé. Donc je vais mettre une épingle ici sur le petit cadenas pour dire que jusqu'à la prochaine rencontre, en tout cas il est obligé de se reposer. Et pour l'instant il ne peut plus jouer l'action combattre. Donc ça on le sait, on va plus compter sur lui pour mettre des gifles à ce tour-ci. Et nous avons donc les millions de dés qui sont à la base inutiles puisqu'en fait on va se servir
surtout de ces dés-là. Donc nous avons un dé 6, un dé 10, un dé 12 et un dé 20 et un dé de direction. À savoir que le dé 6 et 10 et 12 sont utilisés dans des placements. Le dé 20 est utilisé uniquement dans des rencontres. Et ce dé de direction, c'est un petit peu difficile à lire parce qu'en fait, il y a 3 symboles différents, mais pour vous, enfin, pour personne, c'est pas possible de savoir ce qu'on doit choisir comme chemin, mais je vais vous le montrer. En fait, le dé de direction vous dit à gauche, à droite, ou tu choisis 2 fois. Donc voilà. Mais sauf que, évidemment, c'est des symboles hyper mystiques, donc on ne sait pas du tout que ça peut dire tu choisis. Ça, c'est à droite, et ça, c'est à gauche. Je viens de dire ça au hasard parce que je suis même pas sûre que c'est vraiment exactement ça. Mais voilà, c'est pas grave. Vous allez 4-5 fois le regarder dans le livre des règles et puis après vous en foutez. Et ça va être donc les mêmes dés mais en gris. Je sais plus pourquoi. Je me demande si c'est pas un bonus KS que j'ai pris parce qu'ils étaient stylés. C'est fort possible. Et puis les fameux dés d'histoire, ceux où on va pouvoir faire le cercle de pierre, le moulin à eau, la rencontre avec les loups, etc. pour faire vos story cubes avec vos propres petites histoires. Regardez, il y a un grimoire, c'est trop fou. Voilà, donc il y a beaucoup de trucs et je crois qu'il n'y a rien en tout ça. Je vais vérifier par la création, mais il me semble qu'il n'y a rien. Il y a juste un fond de boîte, voilà. Donc l'espace pour pouvoir ranger ces figurines. Ah oui. Oui. Vous voyez ça? Merci Bright Star Love pour ton follow. C'est un dé trop cool. Et celui-là par contre il a des petites. Je me demande si c'est pas le dé de direction pour dire tu choisis, tu vas à gauche ou à droite. J'ai l'impression que c'est les mêmes symboles. Je regarde mais je crois que c'est ça. Ouais. C'est 100% ça, voilà. Un dé toupie, tout à fait. Tu as exactement bien vu le truc storyline. Voilà, donc vous avez ici les créatures monstrueuses, mais aussi forcément vous avez vos héros dedans. Donc par exemple, lui je pense que c'est le sans-nom, il me semble, ou c'est le gamin, je sais plus. Non, je pense que lui c'est le gosse. Ah mais oui c'est ça, lui c'est le gosse. Et là vous avez la jolie prêtresse. J'y vais avec ses habits traditionnels. Regardez comme elle est mignonne avec sa petite tresse. Voilà, donc il y a un look que j'aime énormément. Il y a une histoire derrière que j'aime énormément. Et comme je vous dis, bah, surtout il y a un côté... c'est hyper documenté parce que c'est vraiment fait par des gens qui avaient l'envie clairement de transmettre. Merci pour le follow, Happystadt. Donc c'est des gens qui avaient envie de transmettre la passion et de faire découvrir cette mythologie en disant bah, en fait il n'y a qu'une manière de le faire, c'est pas avec des grands livres qui sont pas forcément intéressants pour tout le monde. En fait on va simplement utiliser ce qui marche à tous les coups, c'est à travers le jeu de manière ludique faire découvrir les différents personnages de notre folklore, les différentes légendes, les enjeux, etc. Et même si ça paraît aujourd'hui un peu naïf, il y a quelque chose d'extrêmement poétique et touchant, je trouve, à l'idée de revisiter un peu ses racines, sa culture, etc. Donc, mais oui, tu as raison, Bright Star, énormément de peinture en prévision. Et alors c'est chouette parce que il y a un groupe Facebook qui est assez actif avec des gens qui posent régulièrement des questions. Merci Chat Confiture. Donc il y a beaucoup de questions qui sont posées sur le groupe pour savoir comment on peut interpréter telle ou telle règle, comment est-ce qu'on peut faire pour résoudre telle ou telle rencontre, est-ce que ça veut dire ci ou ça, parce qu'il y a clairement des imprécisions, c'est normal, hein, parce que forcément le jeu, il y a des trucs qui se perdent aussi dans la traduction, sur laquelle je vais dire un petit mot d'ailleurs. Salut Guéroute. Donc il y a des choses qui font que l'existence d'un groupe comme ça est à la fois nécessaire mais aussi hyper positive. Et j'ai vu plein de gens se mettre à la peinture en disant j'en ai jamais fait mais j'ai envie d'essayer, et donc voilà, j'ai commencé à peindre les personnages. Qu'est-ce que vous en pensez? Avec plus ou moins de succès, mais en tout cas énormément une très bonne ambiance, beaucoup de bienveillance aussi dans le groupe. Donc voilà, ça m'a beaucoup plu. J'ai trouvé ça vraiment très positif à regarder. Donc oui, ce que je voulais dire par rapport à la traduction, c'est que
il y a spontanément, très rapidement, des gens qui sont proposés pour faire la traduction de manière bénévole. Je ne pense pas qu'ils aient été payés, à ma connaissance ce n'est pas le cas, donc c'est vraiment, ils ont décidé de le faire juste parce qu'ils avaient envie que ce jeu existe dans la langue de leur pays. Donc je ne crois pas, je ne suis pas certaine en tout cas qu'il y ait eu des traducteurs pro impliqués. Je vais devoir ressortir ça m'énerve. Je ne pense pas que des traducteurs professionnels ont été impliqués dans le truc. C'est un truc qui d'habitude me fait tiquer. Je me dis, quand on est par exemple Matago et qu'on sort 30 jeux par an, le fait de travailler avec des stagiaires pour la traduction et de dire de toute façon ils font le boulot sans lettre de stage et ils traduiront quand même, ça va m'énerver. C'est un truc que je trouve pas normal. Et ici, je me dis, allez, c'est un premier projet. Ils n'avaient pas du tout l'ambition initialement de le traduire dans d'autres langues que le serbe et l'anglais. Et puis, voyant qu'ils avaient une communauté soutenante et active, ils se sont dit, vas-y, on va travailler avec ces gens-là. C'est des passionnés, on va les laisser essayer de faire le taf. Et c'est correct, ça passe. Donc en fait, dans l'ensemble, ça va. J'ai pas eu l'impression de lire des énormités. Par contre, il y a beaucoup de typos parce que les personnes qui ont fait de la mise en page, ce sont les graphistes de l'équipe serbe. Et donc, il y a des trucs, typiquement, quand un mot était séparé avec un tiret, bah, ils ont recollé, en fait, mot-mot. Voilà, et donc, au lieu d'avoir un corps de texte normal, on a parfois des trucs bizarres, genre « se suivent », SUI-VENT. Et c'est un peu chiant, c'est fatigant, mais il n'y a pas du tout d'impossibilité de comprendre le texte, en fait. C'est vraiment des petites coquilles typographiques, plus que des erreurs vraiment de trad, où là, ça m'a l'air tout à fait clean et compréhensible, sans effort particulier de qui que ce soit. Voilà, donc là, vraiment, je vous ai présenté l'ensemble du matériel. Il ne me semble pas avoir oublié quoi que ce soit. Je pense qu'on a vraiment fait le tour d'absolument tout ce qui existe. Moi, j'ai qu'une hâte, maintenant que j'ai lu les règles, c'est de me dire, bah, en fait, ça y est, je peux jouer, je peux faire une partie, c'est cool. Et je me dis, c'est dommage que le plateau soit géant comme ça, parce que j'aurais vraiment aimé tenter une partie solo, en me disant, bah, les mercredis où je fais les défis, bah, je fais une fois une partie solo, voir avec vous comment c'est possible. J'ai juste peur que, avec la caméra, peut-être qu'on perde un peu des trucs, en me disant, si elle est trop et que je dois avoir tout le plateau... mais après, ça c'est un truc aussi auquel j'avais pensé, c'est de me dire passer un setting de 3 caméras en me disant, ici j'en ai déjà 2 qui sont vraiment très correctes, celle-ci je la trouve très propre, on voit bien les détails et tout, elle réagit quand même assez bien dans l'ensemble au changement de focus, donc ça va, celle-ci elle est nickel. Je me dis prendre une 3e pour avoir un truc qui vous permettrait de voir en détail, où je pourrais passer sous la cam à regarder, j'ai rencontré tel personnage, regarder l'illustration de cartes, etc. Non, Bobby Joe, il peut pas faire ça, il peut pas faire des zooms de folie, c'est 1080, pas 4K, on se calme. Voilà, je me dis pourquoi pas essayer du coup de tenter cette... Donc je sais pas si ça vous intéresserait ou pas, mais moi je pense que c'est un truc qui pourrait beaucoup m'amuser, beaucoup me plaire. Ce serait un stream probablement très long, mais en même temps je me dis le mercredi on a le temps aussi, c'est le moment où je fais aussi les streams peinture ou make-up, donc typiquement des trucs où on a l'occasion de papoter, d'échanger, etc. Donc, à voir. Donc, toi, Gay Lucie, tu regarderais si je le faisais. Ça me plaît beaucoup comme information. Salut, Oracti, bienvenue. Tu arrives sur la toute fin, mais c'est pas grave, de toute façon. Je posterai sur YouTube.